c'est une thèse. Ça n'est pas une synthèse de travaux secondaires, c'est une thèse appuyée sur des sources que j'ai moi-même travaillées. Et puis la deuxième chose sur laquelle j'insiste, que Irène a déjà dit, mais c'est que effectivement le livre a disons une bonne réception. Alors localement, il a une bonne réception à Jérusalem-Ouest et à Jérusalem-Est. J'ai pu faire des conférences à Jérusalem-Ouest, à l'Institut français, à Tel Aviv, à Jérusalem-Est, à l'Institut français de Jérusalem-Est, à Ramallah, à Gaza, et puis ailleurs. Je veux dire par là, très très simplement, que c'est pour moi, je ne prétends pas, c'est un grand débat entre Irène et moi, mais je ne prétends pas à la neutralité, forcément, mais par contre, je prétends à l'objectivité. Et cette histoire, en tout cas, elle est lue, cette histoire de Jérusalem, elle est lue des deux côtés de la ligne verte. J'imagine qu'on y reviendra au moment des questions. Voilà. Alors, je dois dire aussi que c'est un livre qui est très agréable à lire. Il fait 200 pages, mais il se lit. C'est vrai qu'il est très pédagogique et vraiment très agréable à lire, y compris pour des non-historiens et des personnes simplement qui s'intéressent à cette période ou à la ville de Jérusalem. Alors, il a dit, Vincent Lemire vient de dire que c'était le résultat d'un cours, mais c'est aussi vraiment le résultat d'un travail de chercheur et un travail inédit. Parce que la particularité de votre travail dont on voit le résultat dans cet ouvrage, c'est d'avoir exploité des sources qui n'avaient jamais été exploitées jusqu'à présent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quelles sources il s'agit et surtout comment vous y avez eu accès ? Alors effectivement, la question des sources, elle est centrale et elle m'accompagne depuis le tout début de mon travail sur Jérusalem. Et j'ai plaisir à saluer ici Robert Hilbert, qui fait le plaisir de venir m'écouter et qui est mon directeur de thèse et avec qui j'ai commencé à travailler sur Jérusalem en 1998, ce qui ne nous rajeunit pas. Et c'est pas seulement parce qu'il est là, parce que c'est une anecdote que je raconte très souvent. Je voulais travailler d'abord non pas sur Jérusalem mais sur Jaffa et Tel Aviv au début du XXe siècle. En DEA, et puis Robert, au milieu de l'hiver, j'étais au Caire à ce moment-là, j'essayais d'apprendre l'arabe, et Robert m'a dit non, mais Jaffa Tel Aviv, c'est pas intéressant, tu vas aller travailler sur Jérusalem. J'ai été évidemment totalement paniqué, et il m'a dit oui, mais c'est justement parce que tu es paniqué que tu vas y aller, parce que tout le monde est paniqué, donc aucun historien sérieux et rigoureux n'y va, donc il faut y aller. Et donc j'y ai été. Et je raconte souvent cette anecdote, conseil de mon directeur de thèse au tout jeune étudiant que j'étais. Il m'a dit, bon, la clé c'est les sources. Alors déjà, pendant 1 an, tu vas t'interdire d'aller voir les archives diplomatiques et les archives des communautés religieuses. C'est-à-dire en gros 95% de ce qui constituait les sources d'une bonne partie des historiens sur Jérusalem. Donc, il ne me disait absolument pas tu vas aller là, là et là, parce que je crois qu'il ne savait pas. Mais il m'a dit tu vas aller pas là et pas là. Et débrouille-toi, trouve, cherche, et puis trouve si possible. Et la première découverte, ça a été de chercher et de trouver les archives de la municipalité ottomane de Jérusalem. Municipalité ottomane qui en elle-même est assez peu connue, on y reviendra peut-être. Effectivement, là, le fait de travailler avec Robert Hilbert, historien de la communauté citadine d'Alexandrie, historien de la municipalité d'Alexandrie, m'avait donné ce réflexe. Tiens, est-ce qu'il y a eu une municipalité à Jérusalem à la fin de l'époque ottomane ? Oui, c'est connu, il y a 1 ou 2 articles là-dessus, 1 ou 2 notes de bas de page. Cette municipalité a-t-elle laissé des sources ? Aucun historien ne le confirmait, les historiens locaux l'infirmaient. Et finalement, j'ai trouvé enquisté en fait dans les archives de la municipalité de l'époque mandataire, qui sont elles-mêmes enquistées dans les archives de la municipalité israélienne de l'époque, actuelle, pardon, et qui sont donc conservées dans les sous-sols de la municipalité israélienne actuelle. J'ai trouvé un carton, pas plus, mais pas moins, un carton dans lequel il y avait 17 defters, 17 cahiers de notes du secrétaire de mairie de la municipalité de Jérusalem à l'époque ottomane, à la fin de l'époque ottomane, de 1890 à 1915. Et en fait, dans ces 17 cahiers, on avait quand même 1500 pages de notes prises semaine après semaine. C'était les notes des délibérations du conseil municipal et les relevés de décision du conseil municipal. Et
ça, c'est une source qui était totalement inconnue, difficile à traiter parce qu'à la fois en arabe et en ottoman, avec en plus de l'arabe dans l'ottoman et vraiment du vocabulaire spécifiquement ottoman dans les paragraphes qui étaient rédigés en arabe, mais on a pu quand même s'appuyer sur ces sources-là, et c'est vraiment, ça a été ce qui a déverrouillé en fait mon approche de Jérusalem, parce que ça a permis de travailler sur les sources produites par des citadins en train de gérer la ville, et non pas par des communautés religieuses en train de se chamailler entre elles, ou par des diplomates en train de faire des stratégies pour savoir s'ils vont être devant les Allemands ou derrière les Anglais ou à côté des Italiens. Ou voilà. La question des sources, on le sait, hein, mais la question des sources est une question clé pour les historiens, pas seulement dans les contenus, mais dans le fait que si on n'accède pas à certaines sources, on n'accède pas à certaines réalités. Et vraiment, la découverte des archives municipales, ça a été une clé majeure pour ce travail. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que personne ne les avait exploités avant vous. Ça, c'est vraiment... Alors, c'est extraordinaire et ça n'est pas extraordinaire. Encore une fois, je vais citer Robert Hilbert, quand on cherche, on trouve. C'est-à-dire que avant la réponse, il y a la question. Et donc, si on cherche à penser une autre histoire de Jérusalem, une histoire citadine de Jérusalem, une histoire des citadins de Jérusalem, une histoire endogène de l'intérieur, mais il faut déjà avoir cette envie et cette volonté-là, et donc on va dire, tiens, où peuvent être les sources? Tiens, peut-être dans la municipalité. C'est une série de questions qui finit par donner la réponse. Mais c'est peut-être simplement parce que je voulais faire cette histoire-là que j'ai découvert ce carton. Je n'ai pas découvert ce carton par hasard. Et ensuite, ce carton, d'autres sans doute avant moi, l'ont croisé, l'ont ouvert. C'est de l'arabe et de l'ottoman, c'est manuscrit, c'est très dur à lire, c'est des relevés de décision du conseil municipal. Je veux dire, c'est pas à analyser, c'est pas des grandes, c'est pas la correspondance entre Théodore Herzl et je sais pas et Youssouf Khalidi sur l'avenir du sionisme à Jérusalem. C'est pas sur lequel on peut tout de suite partir et tirer des grandes analyses. C'est un relevé de décision de conseil municipal. Donc c'est des problèmes de ramassage d'ordures, c'est des problèmes de réparation de trottoirs, c'est des problèmes de distribution d'eau, effectivement. Et pour analyser ces sources, ben, il faut avoir des questions à leur poser, il faut avoir une grille d'analyse. Et là, encore une fois, l'histoire d'Alexandrie, autre communauté citadine mixte, hein, m'a beaucoup aidé. Merci. Donc maintenant, justement, on se demande qu'est-ce qu'ont révélé ces sources. Et donc moi, Vincent Lemire a dit tout à l'heure qu'il avait une thèse, qu'il démontrait quelque chose dans ce livre. Donc je ne sais pas si j'ai bien compris le message central, mais moi, ce que j'ai compris en lisant ce livre, c'est qu'il montrait, Vincent Lemire, très clairement que cette période à Jérusalem, mais en général pour l'Empire ottoman, n'était pas une période de déclin. Et alors que c'est un grand cliché dans l'historiographie classique de penser que la fin de l'Empire ottoman est une période de déclin. Et donc, vous montrez que ce n'est pas le cas. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors là, pour le coup, hein, je m'inscris vraiment dans un courant historiographique récent, hein, mais c'est absolument pas, je suis absolument pas isolé hein, dans cette tentative on pourrait dire, de réévaluation hein, de la fin de l'époque ottomane. Pourquoi est-ce que l'histoire de la fin de l'Empire ottoman a été décrite comme l'histoire d'un long déclin? Premièrement, parce que les historiens sont des paresseux. Et que donc, quand quelque chose se termine à la fin, eh ben, un peu avant la fin, on dit que quelque chose décline. Enfin, vérifier, hein, c'est vraiment... c'est comme par... ça passe mieux, ça a l'air, puis ça semble tout à fait logique. Hein. Avant de se terminer, il faut que ça décline. Donc, alors, c'est l'homme malade de l'Europe, c'est le déclin, etc. C'est aussi qu'on reprend, des sources diplomatiques. Hein, c'est aussi que toutes les diplomaties européennes veulent que l'Empire ottoman décline, donc décrivent ce déclin. C'est aussi qu'effectivement, sur le plan territorial, l'Empire ottoman décline, au sens se réduit, parce que toutes les autres puissances le réduisent comme peau de chagrin. Mais on oublie que cet Empire ottoman, pendant à peu près ces 70 dernières années, a connu une
une espèce de chant du cygne, hein, mais déjà dire chant du cygne, c'est déjà trop, une période de profonde réforme, de profonde transformation. Avant de développer, je voudrais juste dire que si cette histoire de la fin de l'Empire ottoman est peu connue, premièrement, effectivement, c'est parce que les historiens sont des grands paresseux, et deuxièmement, c'est parce que cette histoire n'intéressait personne. Et une histoire qui n'intéresse personne est une histoire qui n'est pas racontée. Une histoire qui n'est utile à personne, à aucun groupement d'intérêts, n'est pas racontée. Et l'histoire de la fin de l'Empire ottoman n'était utile à personne jusqu'à très récemment. Je m'explique. Elle n'était pas utile, évidemment, pour l'historiographie, on va dire, européenne classique, hein, qui s'inscrivait dans cette perspective décliniste. Elle n'était pas utile non plus, c'est tout à fait logique, pour l'historiographie, on va dire, sioniste classique, puisque l'historiographie sioniste, les historiens israéliens qui se définissent comme sionistes, travaillent à mettre en place l'histoire d'une rupture nette en Palestine en particulier, entre la fin de l'Empire ottoman et l'époque mandataire, et de montrer que le mouvement sioniste a à peu près tout révolutionné et tout fabriqué à partir d'une situation vraiment catastrophique. Mais les historiographies nationalistes arabes ont participé aussi à cette vision décliniste de la fin de l'Empire ottoman. Il ne faut pas l'oublier. Les nationalismes arabes se sont constitués au début du XXe siècle, non pas du tout contre la menace sioniste, qui était balbutiante et à peine visible à l'époque, mais contre l'Empire ottoman. Donc l'anti-impérialisme ottoman, il a structuré l'idéologie nationaliste arabe jusqu'à la fin du XXe siècle. Et les historiens nationalistes arabes, et palestiniens y compris, ont en fait embarqué dans cette vision d'un empire ottoman, enfin dans cette légende noire de l'empire ottoman. Voilà, donc il n'y avait personne pour raconter cette histoire. Et pourquoi aujourd'hui il y a du monde? C'est parce que, vous le savez, aujourd'hui on réévalue l'histoire des grands empires, on va dire, pour le dire vite. Ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient permet de repenser effectivement le contexte ottoman, c'est-à-dire qu'on est bien obligé de se rendre compte qu'un contexte impérial rend souvent les coexistences un peu plus faciles ou un peu moins difficiles que les États-nations. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire qu'il faut accabler les États-nations, ça veut dire que, oui, c'est plus compliqué de cohabiter dans un contexte étatique national que dans un contexte impérial. Voilà. Donc, on réévalue l'époque ottomane, l'histoire ottomane. Et puis, il y a aussi ce qui se passe en Turquie. Il y a un tournant islamiste en Turquie depuis la fin des années 90, qui est aussi un tournant ottomaniste. On redécouvre en Turquie l'héritage ottoman. On se remet à former, c'est tout simple, mais des historiens ottomanistes. On leur réapprend à lire l'ottoman, c'est-à-dire le turc ancien écrit en arabe. Et donc, on redécouvre les archives ottomanes, etc. Et donc, il y a un immense mouvement en ce moment en Turquie, depuis une quinzaine d'années, qui permet de découvrir, mais tous les mois, on fait des découvertes majeures, quoi. Voilà, donc tout ça fait qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, on peut faire une autre histoire de la fin de l'Empire ottoman, et notamment dans le cas de Jérusalem. Et dans le cas de Jérusalem, évidemment, ça prend une importance encore plus forte, parce que qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Il s'agit seulement d'arrêter le curseur historique. C'est pour ça que j'ai donné ce titre au livre, Jérusalem 1900, et d'essayer de faire une histoire contemporaine de cette époque. Une histoire contemporaine au sens de une histoire des contemporains. Une histoire de gens qui ne savaient pas ce qui allait se passer en 1917, qui ne savaient pas qu'il allait y avoir la déclaration Balfour qui allait promettre un État, un foyer national juif en Palestine, qui ne savaient pas qu'il y aurait d'autres promesses faites aux nationalistes palestiniens, qui ne savaient pas qu'il y aurait la guerre de 48, qui ne savaient pas tout ça. Donc qui vivaient dans une certitude ottomane, dans un horizon ottoman. On vit tous dans des certitudes. On vit par exemple dans la Ve République. Peut-être que nos attitudes d'aujourd'hui feront rire dans quelques mois ou dans quelques années. Mais ne jamais oublier, l'historien ne doit jamais oublier, doit toujours s'efforcer de faire vraiment de l'histoire contemporaine et donc vraiment de travailler sur les perceptions de l'époque, les perceptions vécues par les contemporains. Alors justement, donc dites-nous un peu, mais
il faut nous donner envie de lire le livre, ne nous révélez pas tout, mais dites-nous un peu ce qu'il y avait de moderne à cette époque, notamment du point de vue de la gestion municipale. Et je vous pose une deuxième question en même temps. Vous dites dans le livre que la notion d'espace public au sens moderne se développe à ce moment-là à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc à la fois du point de vue de la gestion municipale, de la ville, la gestion de la ville et l'espace public, qu'est-ce qui se passe de moderne ? Il se passe à Jérusalem à la fin du 19e, dans la deuxième moitié du 19e, ce qu'il se passe dans d'autres villes plurielles de la région à la même époque. Il se passe que les citadins, les notables notamment, se rendent compte que un gouvernement municipal, c'est-à-dire un gouvernement de la ville par la ville, serait un moyen de dépasser les antagonismes confessionnels qui sont toujours là et les antagonismes géopolitiques qui arrivent et qui vont se développer. Il se passe ce qui s'est passé à Alexandrie, il se passe ce qui s'est passé à Smyrne, il se passe ce qui s'est passé à Istanbul, dans un contexte particulier parce que c'était la capitale, mais il se passe qu'on assiste à ce qu'on pourrait appeler un municipalisme. C'est-à-dire, c'est pas seulement qu'il y a une municipalité qui se crée, ça a l'air de rien, mais c'est pas rien. Hein. Ça veut dire que tous les représentants de toutes les communautés se réunissent toutes les semaines dans le même bâtiment pour gérer la ville. Hein. Mais il se passe que cette institution municipale va être surinvestie sur le plan idéologique. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui en France, hein, je fais une toute petite parenthèse, mais c'est pour quand on dit la dernière figure politique qui est respectée, c'est le maire, ce qui n'est pas faux. C'est pour nous aider à comprendre que les institutions ne sont pas des textes comme ça qui existent et qui sont acceptés ou pas acceptés par les populations. Quand l'échelon national ou supranational, comme c'est le cas en France, est en crise, eh bien effectivement, l'échelon politique local va être surinvesti. C'est le cas à Jérusalem à l'époque, et donc ça va avoir évidemment des conséquences très concrètes sur l'espace urbain, et notamment, ça va avoir des conséquences en termes de fabrication d'espace public. Hein. C'est une des données de l'idéologie municipale que de créer de l'espace public, de faire des places, de faire des trottoirs, de faire des lieux de rencontre, de faire des jardins publics, de faire des kiosques à musique. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que l'équipe municipale fabrique à Jérusalem à la fin du 19e, faire un hôpital public, faire des promenades, développer... Des services ouverts à tous, donc. Voilà, des espaces publics, des services publics ouverts à tous, qui sont évidemment, à Jérusalem en 1900, mais comme à Paris en 2015, qui sont évidemment des moyens, les moyens majeurs qui permettent de dépasser les clivages et de dépasser les affrontements potentiels. Alors justement, on y vient, ça c'est le deuxième grand message du livre, et on le voit dans le sous-titre du livre qui est « La ville sainte à l'âge des possibles ». Vous avez, si j'ai bien compris, votre message, c'est de dire que la vie collective entre les différentes communautés confessionnelles était possible et se passait bien à cette époque, et vous parlez même, vous employez la notion de mixité entre les communautés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors ça, c'est un des points qui est le plus souvent, effectivement, relevé dans le livre, parce que c'est peut-être le plus frappant et peut-être même choquant pour les lecteurs qui connaissent Jérusalem. Ceux d'entre vous qui ont déjà été à Jérusalem ou ceux qui vont y aller vont ouvrir n'importe quel guide et vont voir que dans la vieille ville est décrite comme l'assemblage de 4 quartiers confessionnels. Et on présente toujours cette quadripartition de la vieille ville comme une donnée structurante, extrêmement ancienne dans l'histoire de Jérusalem. C'est vraiment une donnée qui n'est pas discutée. J'ai fait 2 choses très simples. Juste on redit, donc c'est quartier musulman, oui. Quartier chrétien, quartier juif et quartier arménien. Oui, ce qui est d'ailleurs très curieux, parce qu'on a toujours quartier chrétien décroché du quartier arménien, ce qui est vrai sur le plan topographique, mais bizarre sur le plan conceptuel. Mais bon. Donc voilà, ces 4 quartiers qui d'ailleurs effectivement découpent la vieille ville en 4. J'ai fait 2 choses très simples. La première, c'est que j'ai regardé les cartes de Jérusalem publiées depuis le début du 19e jusqu'au milieu du 20e, toutes,
Il y a un site extrêmement bien fait, tout le monde peut le faire, hein, sur le site de l'Université hébraïque de Jérusalem, département de géographie, qui recense une bonne partie de ces cartes. Je me suis rendu compte que c'était dans les années 1850, 1860, que cette quadripartition commençait à être cartographiée. C'est-à-dire qu'avant 1850, on ne qualifie pas les quartiers de Jérusalem comme des quartiers confessionnels. Beaucoup d'autres qualificatifs, on va dire effectivement le souk des cotons, on va dire la rue du cuir, on va dire enfin comme dans n'importe quelle ville arabe en fait, hein, de l'époque, mais on ne va pas confessionnaliser les différents quartiers de la vieille ville. Ça, c'est la première chose. Vous me direz, c'est une preuve qui est quand même fragile, ce qui est vrai. La preuve qui n'est pas fragile, c'est les recensements ottomans. Et là, on arrive justement sur ces fameuses sources nouvelles qu'il faut mobiliser et qui permettent vraiment de retourner la table, hein, et de produire une nouvelle histoire de Jérusalem. Il y a deux recensements de la fin de l'époque ottomane qui sont considérés comme extrêmement solides. C'est celui de 1882 et celui de 1905. Et donc, voilà, on a alors, ce n'est pas des recensements comme ils sont faits aujourd'hui, hein, c'est vraiment des moments de recensement. On va recenser tout le monde en quelques mois. Hein. On a des officiers qui passent dans chaque quartier, dans chaque rue, dans chaque maison, qui montent dans les étages, qui frappent à la porte, qui prennent des notes. Vous êtes combien ? Il y a un homme, il y a une femme, il y a des vieux, il y a des enfants. Vous êtes de quelle confession ? Ils notent. Vous avez combien de pièces, etc. C'est évidemment très important ensuite pour les impôts. Donc c'est une source tout à fait fiable. Et on confronte. Alors d'abord, on se rend compte que ces officiers ottomans utilisent 27 toponymes pour se promener dans la vieille ville, et que sur les 27 toponymes, aucun toponyme ne renvoie à une confession religieuse. Voilà, déjà. Et que le recensement n'est pas non plus archivé en cas de quartier. On aurait pu dire, allez, vous vous occupez du quartier juif, vous du quartier arménien, vous du quartier musulman et vous du quartier chrétien. Pas du tout. Il y a 27 toponymes qui structurent ce recensement. C'est une première information. La deuxième information, c'est que quand on confronte les chiffres de population... Vous pouvez donner un exemple de toponyme ? Je crois qu'il y a beaucoup de toponymes qui sont liés aux portes de la vieille ville. Ah oui, alors voilà, il y a des c'est des toponymes complètement. Il y a Babhouta, il y a Bab al-Silsila, il y a donc les portes actuelles. Il y a des toponymes qui renvoient le quartier du savon, le quartier du cuir, je l'ai dit, le quartier des hammams, le quartier qui renvoie aux métiers, qui renvoie aux activités, le quartier du tribunal. Voilà, c'est des toponymes comme dans n'importe quelle ville, le quartier des théâtres, le quartier des... Voilà, il y a des quartiers avec des lieux emblématiques, mais on ne définit pas le quartier par la population confessionnelle qui, soi-disant, y vit. On décrit le quartier par ce qu'on peut y trouver en termes justement de services ou de commerce, etc. Et là, donc, la deuxième chose, c'est que si on confronte les chiffres des recensements de 1882-1905 avec cette fameuse carte de la quadripartition, on se rend compte que ça ne colle absolument pas. On se rend compte que dans certains endroits du quartier musulman, il y a pratiquement plus de juifs que de musulmans. Je peux vous dire que quand je dis ça à Gaza, ça remue un tout petit peu, mais c'est comme ça. Voilà. Il y a à la fin du 19e et en 1905, en fait, des résidents juifs, pas partout dans la vieille ville, mais beaucoup plus disséminés, on va dire, qu'aujourd'hui, et même que dans les années 1930, où en fait, ils étaient rassemblés dans ce qui est aujourd'hui le quartier dit juif, mais à la suite des affrontements des années 1930, justement. À l'inverse, si on regarde les chiffres du quartier aujourd'hui dit quartier juif, il y a énormément de familles musulmanes, et dans certaines zones, dans certaines rues de ce quartier, il y a plus de familles musulmanes que de familles juives. Et c'est pareil pour le quartier chrétien. Il y a des dominantes, on repère quand même des dominantes, mais la mixité est vraiment la règle et l'homogénéité est l'exception. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se dit là ? Il se dit quelque chose de très très important, et cela c'est vraiment la nécessité d'arrêter le curseur. Effectivement, dans les années 20, fin des années 20, 1929, premiers affrontements, 1930, 1934, etc., les affrontements intercommunautaires à Jérusalem se sont multipliés, et effectivement, chacun de ces affrontements se terminait par une polarisation, une ethnicisation des quartiers de plus en plus forte, ce qui est facile à comprendre.
C'est-à-dire que voilà, les familles déménageaient. Ah non, mais moi, j'en peux plus. Voilà. Et dans tous les sens. Hein, dans tous les sens, mais pas jusqu'au bout, puisqu'on sait qu'au moment de la guerre de 48, il y avait encore énormément de familles arabes à Jérusalem-Ouest, il y avait encore énormément de familles juives dans les quartiers arabes de Jérusalem-Est. On sait d'ailleurs que ces logiques de voisinage, vraiment ces logiques de citadinité, ont très bien tenu au moment de la guerre de 48, c'est-à-dire que les différentes familles se protégeaient les unes avec les autres. Par contre, au moment où les armées israéliennes et jordaniennes ont dit « la ligne passera là », il y a eu ce qui est en gros finalement un échange de population sur un territoire restreint, mais voilà. Et donc en fait et donc effectivement à partir des années 30 et encore plus à la fin des années 30, il y a eu une polarisation ethnique des quartiers. Et en fait, on a rétro-projeté cette polarisation sur la situation de l'époque ottomane, mais si on regarde les chiffres de la fin de l'époque ottomane, on a une mixité réelle des quartiers de la vieille ville. D'accord, donc mixité spatiale, mais qu'est-ce qu'il y a comme autre échange entre ces communautés? Qu'est-ce qui fait vie collective au-delà de la mixité spatiale? Parce qu'aujourd'hui, on trouve à Jérusalem des colons israéliens qui habitent à proximité de familles palestiniennes. Ça ne fait pas forcément vie collective. Vous parlez d'une citadinité commune. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, vous avez entièrement raison. Je vais reprendre là encore un concept de mon maître Robert Hilbert. Contiguïté ne fait pas mixité. Hein, et on le sait, hein, dans nos quartiers, c'est pas parce qu'on vit côte à côte qu'on vit ensemble. Hein, ça ne suffit pas. Pour vivre ensemble, il faut avoir envie de vivre ensemble, il faut développer des projets communs, il faut ouvrir par exemple une chambre de commerce, ce qui se fait à Jérusalem. Les commerçants ouvrent une chambre de commerce et il suffit de regarder la liste des fondateurs et de faire une analyse onomastique de base. Il y a des Grecs, il y a des Juifs, il y a des Juifs ashkénazes, il y a des Juifs séfarades, il y a des musulmans, il y a des vieilles familles palestiniennes, il y a des Arméniens, il y a tout le monde. Hein, il y a tout le monde. Il y a évidemment des commerçants de toute confession. Enfin, c'est même pas la question pour eux. Hein. Il y a des commerçants qui veulent faire du commerce et qui veulent gagner de l'argent et qui savent très bien qu'ils ont tous des réseaux différents et qu'en se mettant ensemble dans la même chambre de commerce, ils gagneront plus d'argent que s'ils sont séparés. Voilà, c'est des commerçants, ça s'appelle. On peut, donc je l'ai dit, on peut poser un péage sur la route Jaffa-Jérusalem, décider que tous les gens qui vont passer sur cette route vont payer un péage et financer la construction d'un hôpital municipal public ouvert à tout le monde en 1892 avec ce péage. On peut faire pression sur le gouvernement ottoman pour qu'une gare soit inaugurée, 1892 encore, qui va permettre de mettre Jaffa à 2 heures de Jérusalem plutôt qu'à 12 heures de chariot. Enfin, c'est rien d'autre que des habitants qui cherchent à moderniser leur ville, qui cherchent à l'améliorer, qui cherchent à vivre mieux, qui cherchent à faire ouvrir des écoles pour leurs enfants, qui cherchent à développer des pratiques d'hygiène. Le maire Youssouf Zia al-Khalidi, en 1872, on trouve ça dans les archives du consulat d'Allemagne, on trouve une lettre en français, donc écrite par Youssouf al-Khalidi au consul d'Allemagne, parce qu'il se plaint que des bouchers juifs de nationalité allemande tuent de façon rituelle sans se conformer aux règles d'hygiène édictées par la municipalité. On trouve des lettres pareilles pour les abattoirs de rite islamique. Donc voilà, c'est une municipalité qui cherche, il fait chaud à Jérusalem, qui cherche à faire en sorte qu'on tue la viande correctement, qu'on la conserve correctement et que les règles d'hygiène soient respectées. Et quand Youssouf Zia al-Khalidi écrit au consul d'Allemagne, il dit des bouchers, alors c'est dans un français un petit peu employé, des bouchers israélites vos sujets, enfin donc sujets allemands, tuent en ne se conformant pas aux règles de la municipalité. La question de la confession n'est véritablement pas en cause pour lui. Hein. La question, c'est de se conformer aux règlements municipaux. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des règles municipales qui transcenderaient en fait qui permettraient le maintien de règles, enfin de vie communautaire, mais avec des règles modernes qui devraient s'appliquer à tous. Et d'autre part, ce qui est intéressant dans l'exemple que vous donnez, c'est que il s'adresse au consul d'Allemagne, c'est ça ?
Donc, en fait, il ne s'adresse pas à un représentant de la communauté. Bien qu'ils disent les bouchers juifs, il ne s'adresse pas aux représentants de la communauté juive. Il s'adresse aux représentants de la nationalité de ce groupe de personnes. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure? Qui sont les personnes qui composent la municipalité? Vous avez dit que les différentes confessions étaient représentées. Est-ce que ce sont des élus? Et comment se fait cette représentation, justement, en termes de confession, nationalité, etc.? Alors, ce sont des élus. C'est un suffrage censitaire, masculin, comme en France juste avant 1870. Hein. C'est un suffrage censitaire masculin, c'est-à-dire on ne vote que les hommes qui payent un certain montant de taxes foncières. Donc ne votent que les hommes propriétaires, hein, on va dire. Et pour être élu, enfin pour être candidat, il faut payer encore plus. Donc voilà, c'est un suffrage censitaire qui s'appuie sur la notabilité. Évidemment, cela a des effets sur la composition du corps électoral et sur la composition des élus. Je m'explique. Il y a moins d'élus, pour le dire directement, il y a moins d'élus juifs dans la municipalité ottomane de Jérusalem que d'élus de confession musulmane, parce qu'il y a moins de propriétaires juifs que de propriétaires musulmans à la fin du 19e. Les migrants ne sont pas immédiatement des propriétaires, et en plus les migrants, généralement, ne prennent pas la nationalité ottomane, parce qu'avec la nationalité ottomane viennent les obligations de service militaire, etc. Et ces fameux bouchers, par exemple, conservent bien leur nationalité allemande, hein, parce qu'elle peut leur servir justement pour des questions de commerce, d'exemption fiscale, de facilité de transport, etc. Donc, on a effectivement un corps électoral qui ne correspond pas parfaitement à la composition de la population de la ville. Il n'empêche que toutes les communautés sont représentées, et il n'empêche qu'on le voit sur des... Mais c'est voulu qu'elles soient représentées, c'est dit quelque part, mais c'est non seulement obligatoire voulu, non, mais c'est non seulement voulu, mais c'est même mis en scène. Mais de même qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la discrimination positive, on en fait aussi. Hein. Donc, c'est voulu, c'est mis en scène, mais ça ne veut pas dire que c'est rien. Hein. Sur des dossiers très très précis, alors quand j'avais fait cette thèse sur la question de l'eau potable, Dieu sait que c'est une question importante à Jérusalem, on va par exemple en 1901 rénover l'aqueduc méridional. Ingénieur, c'est une décision municipale, c'est l'ingénieur municipal qui dirige ce chantier. Ce chantier est financé par un Waqf fondé par Soliman le Magnifique au XVIe siècle, donc c'est un financement islamique au sens propre. Et pourtant, la municipalité insiste beaucoup pour que ces travaux bénéficient à l'ensemble de la ville. Et à l'intérieur de la municipalité, il y a un élu, Albert Antebi, qui est une figure très très importante de la communauté juive de Jérusalem, qui est un juif séfarade, syrien d'origine, francophone, directeur de l'école de l'Alliance israélite universelle à Jérusalem, qui insiste notamment pour qu'il y ait une des branches de l'aqueduc qui soit non pas détournée, mais qui ait une branche qui sorte de l'aqueduc pour aller alimenter un robinet qui se trouve à proximité immédiate du quartier de Mishkenot Sha'anim, donc qui est un quartier non seulement entièrement juif, mais en plus qui a été construit dans les années 1850 par Montefiore, par un investisseur anglais de confession juive. Donc c'est vraiment l'archétype du quartier juif hors les murs. Et Antebi demande qu'il y ait une branche de l'aqueduc pour aller alimenter ce quartier-là. Et non seulement c'est accepté, mais en plus, il y a toute une opération au moment de l'inauguration. On va inaugurer à la fois l'arrivée de l'aqueduc sur l'esplanade des mosquées, mais l'après-midi, on va aussi faire une inauguration devant Mishkenot Sha'anim pour dire l'eau potable à Jérusalem est distribuée à toute la communauté. Donc, il y a un effort municipal de dépassement des antagonismes confessionnels. Et c'est tout à fait... Voilà, quand je dis c'est un effort, c'est-à-dire que c'est quelque chose de volontaire, c'est quelque chose de voulu. C'est pour ça que je parle aussi de mise en scène. Hein. Il y a vraiment un travail sur le fait qu'on pense que la municipalité va pouvoir dépasser ces antagonismes confessionnels. Merci. Peut-être qu'on ouvre aux questions. Moi, il y a une autre partie, simplement je le dis, si
s'il nous reste du temps, je vous reposerai la question, mais il y a toute une partie de l'ouvrage. On ouvre aux questions. Où Vincent Lemire analyse aussi la vision de Jérusalem par les pèlerins chrétiens et la construction des lieux de mémoire. Ça, c'est aussi très intéressant. Mais je préfère peut-être ouvrir aux questions. On y reviendra si on a le temps. Voilà. Donc, si vous avez des questions à adresser à Vincent Lemire, c'est le moment. On prendra plusieurs questions d'affilée. Il y a normalement quelqu'un avec un micro. Voilà, madame. Alors, il y a une question ici. Bonsoir, désolé, je suis malade. Mais merci d'être là encore plus alors. Je viens d'Égypte et c'est toujours intéressant de voir que c'est dans cette terre de rencontre qu'est la France que j'apprends sur mes voisins, hébreux ou autres, parce que dans notre région pacifique du monde, nous sommes très côtoyants, comme vous l'avez remarqué, malheureusement. Donc merci pour cet exposé intéressant. J'avais juste une question curieuse. Est-ce qu'à chaque fois que vous exposiez ce travail de recherche, est-ce que ça suscitait, comme vous avez dit, des gens très polarisés, ça suscitait des gens hérissés en salle? Voilà, c'est tout. On va prendre d'autres questions s'il y en a. Oui, ici. Bonjour. On se côtoie pas forcément, mais nous avons de bonnes relations. Je viens de Tel Aviv et je suis franco-israélienne. Donc on reçoit, je pense que nos relations ne sont pas si mauvaises que ça. Je voulais juste vous poser une question, Vincent. Est-ce que votre recherche que vous avez faite et que vous nous exposez là, en fait, j'entrevois un but contemporain, on va dire. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vous voulez nous emmener quelque part? Ou au niveau, puisque nous avons une situation assez particulière et en Israël et particulièrement à Jérusalem. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je me permets d'ajouter qu'il me semble que dans le livre, vous dites que ça pourrait être inspirant, la vie collective de cette époque-là. Ça pourrait être inspirant pour aujourd'hui? Oui, enfin, moi globalement, j'assume totalement le fait que, je veux dire, voilà, on est payé par des crédits publics et je pense qu'on doit être utile au présent. Hein. Et ça encore, c'est une grande leçon de Robert Hilbert. On travaille pour le présent, je veux dire, et on travaille pour comprendre le présent. Et si on travaille sur le passé, c'est un des moyens de comprendre le présent. Et il y en a d'autres. Hein. On peut faire de la psychologie, on peut faire de l'économie, de la sociologie. Ben, nous, les historiens, on essaie de comprendre le présent par le passé. Il n'y a aucune ambiguïté. Hein. Ça n'a aucun intérêt de comprendre le passé en soi et pour soi. Pour moi, je travaille au présent et pour le présent. Je vais répondre donc d'abord directement à votre question. Il y a effectivement dans l'introduction du texte un passage sur cette présence de Jérusalem 1900. Cette présence de Jérusalem à l'âge des possibles. Cette présence d'un avenir possible de Jérusalem. Donc, aujourd'hui, il y a à Jérusalem, dans les limites municipales, 800 000 habitants, 500 000 de confession juive, 300 000 arabes, chrétiens ou musulmans. En gros, 61-62% d'habitants qui sont de confession juive et pratiquement 40% non juifs. Donc, voilà, on est dans une ville qui reste, comme je l'ai dit hier, qui reste plurielle du point de vue démographique. C'est cette réalité qu'il va falloir affronter. Il y a deux solutions.
Il n'y en a pas 3, il n'y en a que 2. La première, c'est la partition. C'est-à-dire, on coupe la ville en 2. Voilà. C'est en gros la solution vers laquelle on s'orientait dans tous les processus de négociation depuis Oslo I, 93 pratiquement jusqu'aux paramètres Clinton, tabac, etc. C'est-à-dire, on prend la carte, chacun prend un stylo, de couleurs différentes si possible, et on trace une ligne. Le problème, c'est que plus ça va, plus la ligne est impossible à tracer. Parce que, voilà, l'installation des colonies juives à Jérusalem-Est rend cette partition physiquement impossible. Ça, c'est la première solution, c'est la partition. La deuxième solution possible, c'est le partage. Voilà. Le partage, ça veut dire que la ligne ne passe pas au milieu de la ville, même en zigzagant, elle passe autour. Alors évidemment, il faut savoir où elle passe autour, un peu plus à l'est, un peu plus à l'ouest, très grand, très petit, ça c'est une question. Mais pour le dire vite, la ligne n'est pas une ligne de partition, de division, la ligne est une ligne extérieure qui fait que Jérusalem devient une entité qui est d'une certaine manière, à un certain niveau, séparée de l'État d'Israël d'une part et du futur État de Palestine d'autre part. Je ne crois pas que cette deuxième solution soit plus utopique que la première. Je ne crois pas qu'elle soit plus impossible que la première. Je crois même qu'elle est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus facile à mettre en œuvre que la première. Mais évidemment, elle supposerait, pour être véritablement activée, elle supposerait une réactivation très très forte de l'institution municipale de Jérusalem. Elle supposerait que la municipalité de Jérusalem redevienne une institution mixte. Elle supposerait que cette municipalité s'ouvre vraiment aux 40% d'habitants palestiniens de Jérusalem et encourage ces 40% d'habitants palestiniens de Jérusalem à voter, à se présenter, etc. Ce qui est possible hein, sur le plan théorique, je le sais très bien, mais ce qui sur le plan politique, pour l'instant, ne l'est pas. Et c'est là que l'histoire peut être utile, mais pas comme... C'est pas une question de modèle, c'est juste que de savoir que de 1863 à 1934, pendant 70 ans, une municipalité mixte a fonctionné à Jérusalem malgré tous les aléas de l'époque, cette information voilà, peut donner des idées, peut nourrir des décideurs, mais aussi peut nourrir des militants, des activistes à l'ouest, à l'est, à l'étranger, partout. Voilà. L'histoire municipale de Jérusalem, oui, je pense, peut être une source d'inspiration pour aujourd'hui. Et puis je vais répondre à votre question, je vous remercie beaucoup. Je sais pas en fait si on peut dire qu'on travaille plus librement ici en France qu'en Israël ou en Palestine. Très honnêtement, mon expérience est plutôt l'inverse. Les possibilités d'accès aux sources, que ce soit en Israël ou en Palestine, les possibilités de débat, les possibilités d'échange sont parfois plus fortes là-bas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des confrontations hein, là-bas que ici. Hein, quand on est véritablement avec les habitants du lieu, je vous l'ai dit, hein, ça m'est arrivé. J'ai fait l'année dernière 3 jours de conférences à Gaza, y compris dans les grandes universités de Gaza, face à des étudiants de Gaza qui sont connus pour être extrêmement politisés, extrêmement structurés politiquement, des étudiants et des étudiantes, et je leur disais, je vais vous faire la même conférence avec le même texte que la conférence que j'ai faite à Tel Aviv il y a 10 jours. Et ça passait. Donc, alors que je ne sais pas si en France, ce n'est pas forcément toujours si simple. Hein. Donc, mais ça, je comprends que ça puisse être étonnant vu de l'extérieur, mais c'est aussi peut-être du fait que je ne suis pas immédiatement reconnaissable comme étant d'un côté ou d'un autre, hein, pour le dire vite, et même pas seulement immédiatement, on peut chercher assez loin, on aura du mal à me coincer dans un coin ou dans un autre, et je fais tout pour ça.
Mais en fait, si on se donne les moyens de travailler toujours des deux côtés, de circuler, de faire publier son livre et en arabe et en hébreu, si on s'en donne les moyens, en fait, c'est possible. Je pense qu'en fait, beaucoup de chercheurs, peut-être, n'ont pas forcément envie aussi. Je pense que dans la question, il y avait aussi comment les locaux réagissent, peut-être sur la question de la mixité, c'est ça, notamment ? Alors, ça, c'est toujours une question. Je pense qu'effectivement, le livre, il répond à une attente. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est lu, il fonctionne bien en France depuis 2 ans, parce qu'il est traduit en anglais, et c'est des Anglais qui s'en sont saisis, qui vont voilà, parce qu'il est traduit en arabe et parce qu'il est traduit en hébreu. Il y a à la fois dans le livre, je pense, quelque chose de surprenant pour les lecteurs et en même temps, peut-être un horizon d'attente. Quelque chose en fait, d'intuitif chez tout le monde, de se dire, mais avant que le conflit israélo-arabe ne se structure, c'est-à-dire il y a 1 siècle, hein, pile, pas plus, pas moins. L'histoire de Jérusalem est beaucoup plus longue que ça, et donc comment ça se passait avant, quoi, tout simplement. Et donc, quand on écrit sur la couverture Jérusalem 1900, hein, on sait très bien ce qu'on veut dire. Hein. Ce que je voulais dire, c'était travailler justement avant la structuration du conflit, juste avant. Hein, le congrès de Bâle, c'est 1897, c'est le moment en fait de la structuration du conflit. Mais le moment où le conflit est encore, voilà, une des données, mais qui est on ne la voit pas, on ne sait pas que ça va être la donnée structurante de l'histoire du XXe siècle et de notre histoire actuelle. Et donc, du coup, les acteurs sont dans des positionnements beaucoup plus fluides, beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus complexes. Hein, et c'est ce qui fait que, voilà, que par exemple, Albert Antebi, ce fameux Albert Antebi, peut écrire à son président, rue La Bruyère à Paris, vous savez que je suis, en 1902, vous savez que je suis un antisioniste convaincu, et je crois à l'avenir de Jérusalem pour la culture du monde, mais je n'y crois absolument pas pour l'avenir du sionisme. Il se trompe, évidemment. Albert Antebi s'est trompé. Mais ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il s'est trompé. Qu'est-ce qu'il a révélé de la réalité de sa ville en 1902 en écrivant cette lettre ? Lui qui était un citadin. Voilà. Comment il s'est trompé ? Et comment, dans le pari qu'il a fait sur l'avenir, pour lequel il s'est trompé, nous en dit peut-être quand même sur le présent qu'il était lui-même en train de vivre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour l'instant, oui, il y a une question. Moi, j'ai juste une question qui est au fond une sorte de demande de réponse à la question précédente. C'est, existe-t-il actuellement en Israël des chercheurs qui travaillent sur l'Afrique du Sud ? Sur l'Afrique du Sud. Et la résolution du conflit africain, d'Afrique du Sud. On va aussi prendre d'autres questions s'il y en a d'autres. Oui, ici. Merci pour votre exposé. Juste pour revenir à l'histoire, donc en 1892, est-ce que les efforts qui ont été faits par la municipalité, est-ce que vous pensez que c'est vraiment interne aux citadins, donc qui ont voulu que les choses se passent bien, si je puis dire, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique d'Istanbul pour qu'il y ait une mixité, un partage entre les 3 confessions. Okay. Il y a une autre question. Il y a 2 questions. Voilà. Merci. Vous avez expliqué que ce livre a été présenté côté israélien, côté palestinien, mais donc plutôt à des étudiants. Mais est-ce que vous l'avez présenté à l'actuelle municipalité de Jérusalem, ce travail ? Merci. Il y a une autre question, monsieur, si vous pouvez peut-être passer le micro. Il y avait une question ici ? Non, il n'y a plus de questions. Bon. C'est tout, je vois personne d'autre.
Ok, donc cette série de questions. Je vais répondre en commençant par la dernière. La réponse est non. Parce que je n'ai pas été sollicité. Ce serait peut-être intéressant. Peut-être que quand le livre paraîtra en hébreu, dans quelques mois, ça pourrait arriver. Ça peut être aussi intéressant que ça n'arrive pas. Enfin, voilà. Peut-être qu'il faudrait. Encore une fois, n'importe qui peut se saisir du livre. Hein. Je sais que le livre, il peut être utilisé. Un livre n'appartient pas à son auteur, moi, une fois qu'il est. Donc, mais c'est vrai que non, pour l'instant, il n'y a pas du tout de contact avec l'actuelle municipalité de Jérusalem, mais qui c'est vrai, qui est vraiment à l'opposé de cette histoire, puisque, et ça, y compris des collègues israéliens le disent très très clairement, quoi, hein, c'est une municipalité qui est élue à 99% par la population juive israélienne de Jérusalem, qui gère en théorie la totalité du territoire de Jérusalem, avec des problèmes de disparité énormes. Hein. Je vous donne un seul chiffre, 85%, là c'est Irène qui va m'arrêter si je me trompe, mais 85% du budget municipal consacré à Jérusalem-Ouest, alors que Jérusalem-Ouest concentre à peu près 60% des habitants. Donc des disparités, y compris en matière d'accès aux services, en matière de répartition de ces ressources. Sur la question Jérusalem ou Istanbul, est-ce que c'est une initiative locale, on va dire, ou une initiative impériale? C'est véritablement une initiative locale. Hein. La municipalité, elle est créée en 1863 et la loi impériale ottomane, c'est 1877. Hein. Donc voilà, presque 15 ans avant, la municipalité s'auto-institue, avec l'autorisation évidemment d'Istanbul, sous le contrôle du gouverneur, en gros le préfet, qui représente l'État impérial, mais c'est vraiment une initiative locale. Ça c'est extrêmement important, et c'est, à notre connaissance, la première ou une des toutes premières municipalités qui se crée, au sens moderne du terme, qui se crée à l'intérieur de l'Empire ottoman. Ce qui dit aussi sans doute beaucoup de choses sur la citadinité, justement, cette idéologie citadine à Jérusalem à l'époque. Et puis alors, la question de Robert sur l'Afrique du Sud, j'ai vraiment aucune réponse. J'essaie de chercher la question. Oui, il y a des chercheurs israéliens qui travaillent sur l'Afrique du Sud. Logiquement, oui. J'imagine, c'est quand même un sujet, c'est quand même voilà, le mot apartheid flotte, y compris dans l'esprit des chercheurs israéliens. C'est pas un mot tabou en Israël. Sommes-nous en train de construire une société d'apartheid? Est-ce que les zones A palestiniennes peuvent être qualifiées de Bantoustan? Est-ce que, et même d'un point de vue très pragmatique et géostratégique, est-ce que c'est tenable? Voilà. Donc, mais c'est vrai que là, moi, mon échelle d'analyse, qui est vraiment l'échelle urbaine, et je connais tellement mal l'histoire de l'Afrique du Sud, je ne sais pas si du coup, si on est exactement sur les mêmes réalités, quoi. Et je me rends compte que vous ne nous avez pas dit beaucoup plus sur le projet Open Jérusalem, donc le projet européen. Peut-être vous pourriez nous en dire un petit peu plus. On pourrait dire que c'est la suite en fait de ce livre. Donc le titre complet, c'est Opening Jerusalem Archives for Connected History of Citadinité in Jerusalem. Donc l'idée, c'est de dire, faut traduire, ouvrir les archives de Jérusalem pour une histoire connectée de la citadinité dans la ville sainte des années 1840 à 1940. L'idée, c'est de partir d'un constat très simple. On a peut-être peu de villes sur la planète où on a depuis aussi longtemps produit et archivé une documentation dans autant de langues. Voilà. Et donc, l'historien est face à un problème immense, ingérable au plan individuel, parce que il ne s'agit pas de baragouiner dans la rue,
voilà, les langues qu'on peut apprendre comme ça, comme je les ai apprises. Il s'agit de savoir dépouiller très efficacement et lire très efficacement des archives qui peuvent être écrites en arabe mais avec un alphabet syriaque, ou en hébreu mais avec une graphie hébraïque absolument illisible pour un Israélien aujourd'hui, ou même en arabe classique mais illisible pour un arabophone d'aujourd'hui, en ottoman évidemment, en éthiopien, en grec, en russe, en italien, enfin dans toutes les langues du monde en fait. Donc Open Jérusalem, c'est de dire on est face à une ville qui, pour des raisons linguistiques, produit des historiographies complètement émiettées, qui, pour des raisons géopolitiques, accentue encore cet émiettement. Et donc, si on veut produire une nouvelle histoire de Jérusalem, vraiment, et pas seulement un essai comme ça, mais vraiment, si on veut faire bouger vraiment les lignes, il faut réunir une équipe transnationale de très très haut niveau, de gens qui peuvent lire chacune de ces langues, chacune de ces graphies, etc. Donc c'est un projet sur 5 ans, avec un gros financement européen, ce qui est pas mal, parce que ce n'est pas un financement français. L'Europe est une des dernières institutions qui a vraiment qui est gage de neutralité, hein, quand on est... Voilà, du côté israélien, du côté palestinien, l'Europe est considérée comme une entité, on va dire, relativement neutre. Et du coup, c'est un financement européen qui permet de financer des chercheurs non seulement européens, mais internationaux, jordaniens, turcs, arméniens, éthiopiens, voilà, des chercheurs locaux aussi, qui travaillent énormément localement, et qui ensuite échangent en permanence ces données, qui travaillent parfois à plusieurs sur les mêmes documentations, hein, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains documents qui sont dans plusieurs langues, et il y a même des documents qui sont dans une langue, mais avec un alphabet qui est différent de la langue elle-même. Donc parfois, il y a des documents, un seul chercheur ne peut pas les lire. C'est vraiment 2 chercheurs épaule contre épaule face au même document qui peuvent produire un résultat. Donc l'idée de ce projet, c'est ça. Ensuite, c'est comme son nom l'indique, Open Jérusalem, c'est un projet d'ouverture des données, hein, donc de mise à disposition des données auprès de la communauté internationale des chercheurs. Ça veut dire que ça sera sur Internet, scanné, etc. Ça commence. Alors, ce n'est pas un projet de digitalisation, parce qu'on n'a pas du tout le temps de développer, mais je pense que c'est la grande erreur de plein d'historiens, c'est de se précipiter vers la digitalisation. 1, ça coûte cher. 2, ça permet de ne pas réfléchir. Et 3, quand on est à Jérusalem, digitaliser, c'est le meilleur moyen que les portes se ferment. Donc, la priorité du projet, c'est d'identifier les fonds, de les décrire, de les inventorier, de les cataloguer très précisément. Mais c'est bien plus utile que de digitaliser, hein. Un inventaire en anglais précis, pièce à pièce, d'un fonds d'archives est bien plus utile pour un chercheur que des dizaines de milliers de clichés mal stockés sur un serveur, qui font évidemment... Voilà, on a 500 000 images des archives ottomanes ou quoi. On digitalise, mais pour notre travail propre. Et puis ensuite, il y a des questions de droit, hein, donc qu'on essaye de contourner en travaillant plutôt sur la question de l'accès aux sources plutôt que sur la digitalisation des sources elles-mêmes. Donc on saura mieux qu'est-ce qui existe en fait comme archives. C'est intéressant, je pense, justement pour les rendez-vous de l'histoire, c'est que sans doute grâce à ce travail, à la fois on aura une meilleure connaissance de cette période, donc du contenu de ce qui s'est passé, mais on apprendra aussi beaucoup de choses sans doute sur les méthodes de recherche, sur la manière de travailler les sources, etc. Sur l'obligation et la difficulté de travailler collectivement et transnationalement à Jérusalem. Voilà. Sinon, on ne peut pas en sortir. Sinon, chacun travaille dans son coin, et même les chercheurs les plus honnêtes, et même les chercheurs qui ont le plus envie de communiquer, voilà, se voient tous les 3 ans dans des colloques, se serrent la main, se saluent, de temps en temps signent un article à 4 mains. Mais ça, je veux dire, ça n'est rien, ça. Ce qui compte, c'est de coproduire les sources ensemble, et de les penser ensemble, et ensuite de les mettre à disposition de la communauté des chercheurs. Le but, c'est vraiment que ce soit un levier historiographique majeur, hein, pour l'histoire de Jérusalem à cette époque-là. On est ravis de l'annonce de ce projet. Voilà, on vous remercie tous d'avoir assisté à cette présentation. Le livre est disponible à la librairie de l'Institut du monde arabe.
J'ai moi-même publié un livre récemment sur Jérusalem de nos jours qui s'appelle Jérusalem, bâtir deux villes en une, qui est également disponible à cette librairie. Vous voulez dire un mot de conclusion? Je pense que Vincent sera disponible si vous avez encore des questions à la sortie.